السلام عليكم طلبة الأعزاء. اليوم عندنا une révision, عندنا مراجعة. C'est la suite du chapitre la classification bactérienne. On va faire une révision sur le coefficient de simple matching, simple appariement, le coefficient de Jacquard, la PCR, analyse d'ADN et phylogénie. On a parlé la fois passée dans la vidéo précédente sur la classification, l'étude de classification phénétique qui repose sur la morphologie et le métabolisme principal, donc tout ce qui est macro-micromorphologie, métabolisme principal, surtout le profil enzymatique, donc les activités enzymatiques et la dégradation des sources de carbone et d'azote. On a parlé de la classification phénétique. On a dit que pour analyser les données, bien les résultats de la classification phénétique, tout ce qui est morphologie, macromorphologie, micromorphologie et analyse physiologique, les tests physiologiques, y compris les tests faits via les galeries AP, on a dit qu'il nous faut une analyse numérique ou bien la taxonomie numérique. Donc il nous faut plus de 50 caractères analysés pour faire cette taxonomie numérique, pour faire le calcul des indices de ressemblance entre chaque deux micro-organismes. On a parlé de deux indices, l'indice ou bien le coefficient de simple appariement coefficient, et le coefficient le plus utilisé en bactériologie. Il représente la proportion des caractères assortis sans tenir compte de l'absence ou de la présence de l'attribut. Il sépare souvent deux espèces entre elles par un niveau de similarité de 85%. Donc on prend en considération les tests ou bien le nombre de tests positifs similaires entre A et B. On a deux souches A et B. Les tests négatifs aussi, et aussi le nombre de tests différents entre les deux souches A et B. إذا نأخذ بعين الاعتبار كل الاختلافات الإيجابية والسلبية في الاختبارات، تيست نيجاتيف تيست بوزيتيف، وكذلك الاختلافات بين البكتيريا A والبكتيريا B. راح نعمل الآن تطبيق نشوفوا كيف. إذا عندنا مثال هنا، شجرة نسبها بهذا دونتوغرام basé sur l'analyse de 63 tests physiologiques. On a ici des groupes bactériens. Vous voyez ici le seuil de séparation عتبة الفصل بين الأنواع. عندنا هنا مثلا الانفصال بين هاتين المجموعتين اللي فيها ثلاث بكتيريا هنا واثنين من البكتيريا هنا مجموعة، هنا الفصل هنا. إذا كان عندنا un seuil de similarité supérieur à 85%, donc c'est la même espèce. هنا تشوفوا هنايا ما كانش انفصال فوق 85. إذا هنا هذو نوع واحد، ثلاث سلالات من نفس النوع. هنا ثلاث سلالات من نفس النوع. هنا إذا كان نسبة التشابه أقل من 85%، مثلا نسبة التشابه في هذه المنطقة كم؟ تقريبا 74%. إذا هنا افترقوا هذين النوعين، عندنا النوع هذا والنوع هذا. هنا ثلاث سلالات في هذا النوع وهنا سلالتين في هذا النوع. On a ici 3 souches dans cette espèce et 2 souches dans cette espèce. Et le seuil de séparation ici. Donc la ressemblance entre les deux espèces à ce niveau-là, c'est 74%. C'est inférieur à 85%. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour calculer ce
seuil, on a utilisé ce coefficient, le simple appariement. C'est la même chose avec le deuxième coefficient qui est le coefficient de Jacquard. On l'utilise pour calculer la similarité. Vous voyez ici c'est la même espèce. Parce que toutes ces souches appartiennent à la même espèce. Parce que on a un nœud de séparation ici qui est supérieur à 85%. Vous voyez ici, c'est la même espèce, mais on a des clusters, des groupes dans la même espèce, des groupes de souches. Ça peut être des sous-espèces. Chaque sous-espèce contient un nombre de souches. Vous voyez, on a une variabilité ici, variabilité phénitique. On parle de la variabilité phénitique qui traduit ou bien qui reflète la variabilité génétique entre ces souches. Maintenant, le deuxième coefficient qui est le coefficient de Jacquard. Ce coefficient est calculé en ignorant tout caractère négatif chez les deux organismes. On a pris en considération juste les tests positifs similaires, plus, et les tests différents. Maintenant, on va faire une application. On a les bactéries A et B, les caractères, 25 caractères. Il nous faut plus de 50 caractères, mais ici j'ai mis juste 25 caractères. C'est pour faciliter la lecture du tableau. Vous voyez, j'ai mis les tests positifs chez les deux bactéries en bleu, les tests différents plus, moins ou bien moins, plus en rouge, les tests négatifs en noir. Maintenant, voyez, nombre de tests positifs en bleu, tests négatifs en noir, tests différents en rouge. Si on calcule dans le tableau, on a 15 tests positifs similaires entre A et B. 3 tests négatifs similaires entre A et B. Et 7 tests différents. Maintenant, on commence par le coefficient de simple appariement. Simple matching coefficient. N'est-ce pas? Ici, le calcul. 15 plus 3 sur 15 plus 3 plus 7, c'est 0,72, c'est 72%. Donc on a un pourcentage qui est inférieur à 85%, donc il s'agit de deux espèces différentes. Les deux souches, les deux bactéries A et B, appartiennent à deux espèces différentes. Maintenant, le coefficient de Jacquard. Le même principe, le calcul. 15, on a éliminé donc le nombre de tests négatifs. Juste les tests positifs et les tests différents entre A et B. 15 sur 15 plus 7, ça nous donne 68,18%. Donc on est toujours dans ça donne toujours un pourcentage inférieur à 85%. Donc les deux souches A et B appartiennent à deux souches ou bien à deux espèces différentes. Maintenant, la classification phylogénétique. Il s'agit du système basé sur les relations évolutives plutôt qu'une ressemblance générale. On a parlé sur ça dans la vidéo précédente. On a dit qu'il s'agit de l'analyse de l'ADN 16S. On a dit pourquoi dans la vidéo précédente. Vous pouvez vérifier pourquoi on a choisi le 16S et pas, on n'a pas choisi le 5S ou bien le 23S. Pour analyser le 16S, il nous faut le séquençage. Le séquençage phylogénique du gène de l'ARN ribosomal, codant pour l'ARN ribosomal 16S. On a parlé de cellules. On a parlé de l'extraction de l'ADN pour avoir l'ADN pur. Et on cible un gène codant de l'ARN ribosomique. On fait la PCR, puis le séquençage. Maintenant, je vais faire
une petite explication du PCR. Une petite explication sur la PCR. Donc, la PCR, c'est une technique importante dans l'analyse d'ADN. La réaction en chaîne par polymérase, polymérase chain reaction, est une technique de biologie moléculaire relativement simple et largement utilisée pour amplifier et détecter des séquences d'ADN et d'ARN. Par rapport aux méthodes traditionnelles de clonage et d'amplification d'ADN qui peuvent souvent prendre du jour. La PCR ne nécessite que quelques heures. La PCR est très sensible et nécessite une matrice minimale pour la détection et l'amplification des séquences spécifiques. Les méthodes de PCR de base ont encore progressé depuis la simple détection d'ADN et d'ARN. Alors, pour faire la PCR, donc la PCR c'est quoi? La PCR c'est l'amplification du signal d'ADN. Parce qu'en fait, après l'extraction d'ADN, après l'écrasement, donc les cellules et les débris cellulaires, tout ce qui est constituant cellulaire, et on fait que l'extraction d'ADN. Mais l'ADN lui-même, il est indétectable. Il est présent en quantité minime dans les échantillons. Qu'est-ce qu'on fait pour le rendre donc détectable? Donc il faut faire une sorte d'amplification. Une sorte d'amplification de signal pour le rendre détectable. Que ce soit sur les gels ou bien par les détecteurs spectroscopiques ou bien fluorométriques. Donc pour le rendre détectable, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sorte d'amplification. C'est comme une personne qui à distance de 200 mètres et parle avec un degré de voix comme je l'utilise, comme le degré que j'utilise maintenant. On ne peut pas entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un haut-parleur pour amplifier sa voix, pour amplifier le son. C'est le même principe presque, c'est un exemple. Pour faire cette PCR, cette amplification, qu'est-ce qu'il nous faut? Une structure d'ADN, vous voyez, un ADN matrice, donc l'ADN qu'on utilise comme matrice pour faire une copie sur cette matrice. Il nous faut un tube PCR où on met le mélange, ce qu'on appelle le mélange réactionnel, et pour le mettre dans l'appareil qui s'appelle thermocycleur. Thermocycleur, ça veut dire quoi? Un appareil qui nous donne des cycles thermiques, ça veut dire il chauffe et il refroidit les échantillons. Les échantillons qui se trouvent dans un tube PCR. Dans ce tube PCR, on a le tampon. Ce tampon contient aussi, c'est un tampon pour rendre donc la réaction possible. Ce tampon contient surtout les ions de magnésium. Ces ions de magnésium fonctionnent comme cofacteurs. Je vais expliquer son rôle. On a un Taq polymérase, donc enzyme qui résiste le chauffage parce que on va chauffer jusqu'à 85 degrés Celsius. C'est une enzyme extraite à partir de bactéries thermophiles. Donc ces bactéries thermophiles possèdent une enzyme polymérase qui est résistante à la chaleur, thermostable. On a l'échantillon d'ADN, matrice d'ADN. Les primers, ou bien les amorces, sont des séquences oligonucléotides d'ADN qui ont un rôle d'initiation
de l'amplification, il y a aussi détermination du début et la fin de gènes désirés. De gènes spécifiques. Ce sont des amorces spécifiques à un gène spécifique. Et on a les désoxynucléotides, guanine, cytosine, adenine et thymine, pour faire l'amplification. Ce sont les sous-unités de construction de nouveaux brins d'ADN. Et dans le tampon, on a essentiellement les ions de magnésium. Le tampon, il apporte un environnement chimique nécessaire à l'activité de l'ADN polymérase. Ce tampon est généralement un tampon tris HCl avec un pH d'environ 83 à 88. C'est une solution de KCl ajoutée à ce tampon pour faciliter donc l'hybridation des primers, les amorces. Et la concentration de ce tampon, ou bien de KCl dans ce tampon, ne dépasse pas 50 millimolaires pour ne pas inhiber l'enzyme TAC polymérase. Vous voyez, donc le tampon contient le tris HCl et une solution de KCl aussi. C'est pour donner un environnement chimique nécessaire, donc les conditions qui ressemblent aux conditions de la cellule in vivo. Parce que cette expérience, elle est in vitro. Donc, il faut fournir les meilleures conditions à la TAC polymérase pour qu'elle commence la polymérisation d'ADN et l'incorporation des nucléotides dans le nouveau brin en commençant de les incorporer sur les primers, les amorces. Le rôle des amorces, c'est quoi? C'est d'initier l'amplification et aussi de déterminer la zone de gène désiré. Les ions de magnésium qui se trouvent dans le tampon fonctionnent comme un cofacteur pour l'activité de l'ADN polymérase. On lui donne donc l'incorporation des DNTP pendant la polymérisation. Les ions de magnésium Mg2+, aident à l'incorporation des nucléotides par l'ADN polymérase. Ces ions catalysent la formation des ponts phosphodiester au niveau du site actif de l'enzyme entre l'extrémité 3-hydroxyle 3' et l'amorce du groupement phosphate. Je vais expliquer ça aussi par la suite. Vous voyez, c'est les composants essentiels pour lancer la PCR. Maintenant, le processus de PCR. Un cycle. Je parle d'un cycle ici, parce qu'on a plusieurs cycles. Chaque cycle, il est composé de quoi? De dénaturation, donc chauffage par chauffage, dénaturation physique, dénaturation de l'ADN, les doubles brins, séparation des brins, strands separate. Par la suite, annealing. Annealing, ça veut dire quoi? Renaturation. Donc l'incorporation des amorces. Vous voyez en orange, ce sont des amorces. Séparation des deux brins d'ADN. يدخلوا هنا les amorces. عندنا وحدة forward اللي تقرأ 5' 3' qui nous donne la séquence des séries, et aussi 5', 3' de l'autre côté. Puis extension ou bien
élongation, je répète ici, séparation des bras, primers paint template, donc les amorces s'attachent à l'échantillon, ou bien le modèle, bien la copie originale d'ADN. Par la suite, synthèse de nouveaux bras dans les deux sens, synthèse de nouveaux bras, c'est le premier cycle, et ainsi de suite. Donc chaque fois on a des cycles qui sont composés de 3 étapes. Chaque étape a une température adéquate. Donc la dénaturation, c'est par chauffage, c'est la température la plus élevée dans le cycle, 85, autour de 85 degrés Celsius, et ça dépend au type de l'ADN. Donc il faut calculer le taux de guanine cytosine et aussi la longueur de gène qu'on va amplifier. Donc c'est à calculer et à optimiser à chaque fois avec si on change donc le gène. Par la suite, refroidissement pour faire ce qu'on appelle annealing, donc la renaturation, bien le recuit. Par la suite, un petit chauffage, un chauffage à 92 degrés Celsius, c'est la température optimale pour que la Taq polymérase commence la polymérisation et synthèse de nouveaux bras. Pour une PCR standard, parce qu'on a une PCR standard, simple, classique, et on a aussi d'autres types de PCR qui nécessitent autre chose. Par exemple, la reverse transcriptase, reverse transcriptase PCR, utilisée pour détecter le ARN messager ou bien l'ARN des virus, comme le cas de Covid-19. Pour mesurer ou bien pour détecter l'ARN de virus, donc il nous faut une autre enzyme qui fait transcription inverse, ça veut dire de l'ARN vers l'ADN, donne une copie d'ADN, ADN complement DNA, cDNA. Alors on commence maintenant. Donc l'intéressant pour nous maintenant, c'est plus intéressant, c'est le PCR standard. Tout ce dont vous avez besoin est une ADN polymérase. On a besoin d'ADN polymérase, de magnésium comme cofacteur, nucléotides pour construire l'ADN, les amorces pour déterminer la zone d'ADN, matrice d'ADN amplifiée et un thermocycleur. C'est ce qu'on a montré dans cette figure. Voilà. Le mécanisme de la PCR est aussi simple que son objectif. D'abord, on a besoin d'ADN double bras, ADN DB. En anglais, c'est double DS DNA, double strand DNA, et dénaturé par la chaleur dans la première étape. Les amorces s'alignent sur les brins d'ADN simple. Ici, c'est la deuxième étape. Alignement, ou bien renaturation entre les brins et les amorces. Troisième étape, les amorces sont étendues par l'ADN polymérase. Donc élongation des amorces et incorporation des nucléotides sur ces amorces avec l'ADN polymérase, ce qui donne 2 copies de l'original brin d'ADN. Le processus de renaturation, ça veut dire hybridation et élongation, sur une série de températures et de temps est appelé un cycle d'amplification. Donc ça, c'est un cycle d'amplification, un seul cycle d'amplification, et ainsi de suite.
généralement on fait 40 cycles pour donner une quantité d'ADN détectable. Chaque étape de cycle doit être optimisée pour le modèle, matrice, et le jeu d'amorce utilisé. Chaque étape, elle est, donc la température de chaque étape, elle est optimisée selon le modèle, donc l'ADN, la longueur, la composition en guanine-cytosine, parce que les guanine-cytosines font des liaisons d'hydrogène, 3 liaisons d'hydrogène. Ça veut dire qu'il nous faut une température plus importante, bien plus élevée, pour séparer les gènes, ou bien les brins, les doubles brins d'ADN chez les organismes qui ont un taux de guanine-cytosine élevé. Voilà, ce cycle est répété environ 20 à 40 fois et le produit amplifié peut ensuite être analysé. Donc on a plusieurs analyses, soit une analyse simple par électrophorèse pour voir si la PCR a eu lieu ou non, donc pour détecter la présence ou non de gènes. La PCR, mais dans le cas de CSS, chez toutes les bactéries, on trouve le gène. Mais les autres gènes, pour les détecter, donc on met les amorces et on cherche par la suite s'il y a une amplification ou non. Mais dans le CSS, dans les bonnes conditions, toujours avec les génomes bactériens, il y aura une amplification. Qu'est-ce qu'on fait comme analyse? On fait le séquençage. Ça veut dire on cherche la séquence. تتابع القواعد الأزوتية في المورثة هذه اللي هي راح نستعملوها بعد في التصنيف في الدراسة التصنيفية pour voir la position taxonomique de cette bactérie. La PCR est largement utilisée pour amplifier l'ADN pour une utilisation expérimentale ultérieure. La PCR a également des applications dans les tests génétiques pour faire des tests sur les gènes et pour analyser les gènes et pour la détection d'ADN pathogènes. Donc l'ADN de certaines bactéries pathogènes il a des signatures, donc disons conservées dans le génome. On cherche ces signatures et ces signatures génétiques ou bien signatures d'ADN qui sont présentes chez certaines souches ou bien bactéries pathogènes. Voilà. Est-ce qu'on détecte l'ADN complet ou bien juste l'ADN CSS dans cette expérience ou bien le gène désiré? Après 20 à 40 cycles, l'ADN initial ou bien la matrice d'ADN modèle qu'on a utilisée comme début, elle devient diluée par rapport à la quantité énorme de gènes amplifiés, parce qu'on a fait 40 fois. Vous imaginez 40 fois. À chaque fois, le nombre il est doublé. Parce que si on fait, par exemple, une extraction de gènes, bien extraction de génome bactérien, en fait, on applique ça sur des milliers de cellules bactériennes qui contiennent le même génome. Donc, supposons qu'on a 10 000 cellules, ou bien 100 000 cellules. Ça veut dire 100 000 gènes. Et ça dépend aux bactéries. Parfois, on trouve le même gène, il est représenté plusieurs fois dans le chromosome. Donc, on a plus de 100 000 copies de 16S. Si je parle de l'ADN, ou bien le gène d'identification 16S. Plus de 100 000 copies. 100 000 copies dans le génome. Mais après le premier cycle, les 100 000 devient 200 000. Parce qu'on a fait un doublement de nombre de gènes, de copies de gènes 16S. 200 000. Deuxième cycle, 400 000. Puis 800 000. Etc. 1 600 000, etc. Après 40 cycles, il y aura un nombre énorme. Un chiffre qu'on ne peut pas lire. Mais ça donne chance à ce gène d'être détectable et analysé par la suite. Ici, on a aussi une autre image pour assimiler ce concept. Le concept, une autre démonstration. Le même principe.
هاي عندنا l'ADN original DNA to be replicated. Donc vous voyez l'ADN original a répliqué, les primers en rouge, nucléotides, et aussi on a l'ADN polymérase. La première étape, c'est la dénaturation. Généralement, elle est autour de 84 à 86 degrés Celsius. Ça dépend des groupes bactériens et la composition JC et la longueur de l'ADN. 2. Annealing, renaturation. Ça veut dire les primers trouvent la séquence adéquate qui se trouve dans l'ADN. Parce que, vous voyez, vous imaginez un primer oligonucléotide entre 15 à 40 presque nucléotides, cherche dans l'ADN, cherche la zone qui est complémentaire avec sa séquence. Il détecte la zone où il s'attache. Il s'attache, on a ici l'ADN qu'on cherche, c'est 5', 3'. Cette amorce est 5', 3'. Vous voyez là, 5', 3'. 3', 5'. Voilà, 5', 3'. Ici aussi, on a 5', 3'. L'ADN cible, c'est 5', 3'. On cherche cette séquence. 3. Élongation. À peu près à 72 degrés Celsius. L'ADN polymérase commence la polymérisation. Il utilise les nucléotides pour construire de nouveaux brins d'ADN. C'est le premier cycle. Deuxième cycle. Troisième cycle. À chaque fois, on a doublement de quantité de gènes, ou bien de copies de gènes. Et notre démonstration ici aussi, c'est juste pour faciliter, ou bien pour faciliter l'assimilation de ce concept. Step 1. La première étape, dénaturation. Template stand, donc matrice, bien échantillon, bien brin ADN, un modèle à utiliser pour faire une copie sur ce modèle, 2 brins d'ADN, les primers, on a 2 types de primers, on va suivre le type vert. Pourquoi le type vert? Vert c'est forward maintenant qui avance, il aime. En orange, reverse, donc le sens inverse, qui donne sens inverse. Sa limite, vous voyez ici, le gène il est lent, ou bien le génome il est lent. Le génome il est lent. On a limité dans cette région, le gène désiré, ou bien le gène spécifique, ce sont des primers, ou bien des amorces spécifiques pour un gène spécifique. Pour déterminer ce gène, on a utilisé 2 primers, 5', 3', 5', 3', pour déterminer le gène. On suit ce sens, 5', 3', qui donne, c'est la même séquence que cette partie, 5', 3'. Si on a A, C, G ici, ça veut dire quoi? T, G, A, C, G. Ça veut dire T, G, C. On va trouver ici T, G, C aussi. Donc on cherche cette séquence qui porte l'information sur ce gène, 5', 3'. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'amplification pour savoir cette séquence. Par la suite, on fait le séquençage, ça veut dire on détermine la séquence, bien l'ordre de positionnement de nucléotides, et l'analyse de cette séquence donne une idée sur la position taxonomique. On va faire tout ça au fur et à mesure. Voilà. Les primers s'attachent ici.
renaturation ou bien hybridation des primers sur les gènes, les brins d'ADN. On a l'ADN polymérase, Taq polymérase, et les nucléotides, désoxynucléotides, désoxythymine triphosphate, désoxycytosine triphosphate, etc. Par la suite, l'étape 3, élongation ou bien synthèse, élongation ou bien synthèse de l'ADN, du nouveau brin. Vous voyez ici le sens de synthèse, Taq polymérase ici, dans ce côté, et une autre molécule de Taq polymérase ici, qui commence l'incorporation de quoi? De nucléotides, pour construire un nouveau brin. À la fin, on a 4 DNA strands, on a 4 brins. On a les brins, les anciens brins, et de nouveaux brins. Donc le principe, c'est le même, d'amplification d'ADN, amplification semi-conservatrice. Parce que dans les nouveaux brins d'ADN, on a une copie ancienne et une copie nouvelle. Une nouvelle copie et une ancienne copie. Et on répète les cycles 20 à 40 fois. 20 à 40 fois. Par la suite, on prend en considération 5', 3'. Pourquoi on utilise forward et reverse? D'abord, pour déterminer les limites de gènes, et aussi dans les conditions in vitro, la performance de cette enzyme, elle est faible par rapport dans la nature. C'est pour ça, généralement l'ADN ne termine pas l'amplification de tout le gène, qui est lent, qui est de 1500 paires de bases. Donc, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il termine entre 700 à 1100. Généralement, dans la PCR standard, il termine entre 700 à 1100 paires l'amplification dans ce côté-là. Et dans l'autre côté, il termine presque la même distance. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On prend le reste de l'information qui manque dans le forward ici de l'autre côté. On déduit donc le reste de gènes en faisant l'analyse de l'autre côté. 5', 3'. Ça donne une idée. Si on trouve ici un thymine, ça veut dire qu'on a adénine ici. Si on a cytosine ici, on a guanine de l'autre côté, dans le brin qu'on cherche sa séquence. Maintenant, on va faire une application, c'est simple. Voilà. Vous voyez ici, on a une souche, on a fait l'amplification d'ADN de cette souche, on a utilisé deux amorces, forward et reverse. On va chercher d'abord la longueur de cette gène. Donc, on a combien de caractères? 1017. Donc, ça ne donne pas le gène complet qui est autour de 1500, entre 1400 et 1500. Entre 1450 et 1540, presque. Dans l'autre côté, on a aussi « 750 paires de bases. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut coller ces séquences. Il faut avoir la quantité, bien le gène complet. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça, on fait ça à l'aide d'un logiciel. D'abord, ce logiciel qui s'appelle Mega 10
on fait ce qu'on appelle alignement, ça veut dire comparaison des séquences. Voilà, on va faire une comparaison des séquences. MEGA, c'est Molecular Evolutionary Genetics Analysis. Donc, il analyse l'évolution génétique, génétique moléculaire, en analysant les séquences d'ADN et ARN, et aussi il peut analyser les séquences de protéines. On va créer un nouvel alignement, Allele Building DNA pour Protein Sequence, parce qu'il fait les deux, donc alignement des séquences d'ADN et des protéines, donc ADN. Maintenant, c'est la fenêtre d'alignement. Alignment Explorer. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, ce logiciel utilise ce qu'on appelle la forme FASTA. Forme FASTA, ça veut dire quoi? La forme FASTA, c'est l'écriture de la séquence. J'ai oublié de vous dire que après tout ça, ça se passe dans le tube qui est ici. Le tube. Ça se passe tout ça dans le tube qui est dans le thermocycleur. Par la suite, on a un autre appareil qui fait l'analyse. Donc, c'est pas notre sujet maintenant de parler de séquençage, mais c'est un autre appareil qui est sophistiqué, qui fait l'étude de l'ADN amplifié, bien le gène amplifié. On met le gène amplifié dans cet appareil qui s'appelle le séquenceur. Séquenceur, ça veut dire quoi? C'est l'appareil qui nous donne les séquences d'ADN. Les séquences d'ADN. Et il donne les séquences d'ADN sous forme de fichiers. Forward et reverse. Forward et reverse. Il nous donne les résultats sous forme de fichiers texte. Il faut écrire ces séquences dans la forme FASTA. Forme FASTA, ça veut dire quoi? Ici, on a la forme FASTA. La forme FASTA de brin amplifié avec l'amorce forward. Avec l'amorce forward. Il est composé, la forme FASTA est composée du caractère supérieur A, puis le nom de cette séquence, puis on met entrée, vous voyez, on montre ici les marques de paragraphe. Donc c'est le premier paragraphe, la forme FASTA est composée de deux paragraphes. Le premier paragraphe est composé de caractère supérieur A et le nom de cette séquence. Le deuxième paragraphe, c'est la séquence elle-même. C'est la séquence elle-même. Maintenant, je copie la première séquence et je la mets ici. Coller. Paste from clipboard. Voilà, la première séquence. Vous voyez les couleurs des nucléotides. Cytosine en bleu, guanine en violet, adénine en vert et thymine en rouge. Maintenant, je mets la deuxième séquence qui est de reverse. Voilà, coller aussi. Vous voyez les deux séquences, forward et reverse. Mais en fait, je parle ici de quoi? Forward et reverse. Reverse va nous donner une idée sur cette partie, parce que forward, cette copie en vert, elle est identique à cette copie, ou bien à ce brin qui est en bleu.
Pour terminer la lecture de cette partie, qu'est-ce qu'on fait? On va déduire cette partie de l'amorce ou bien de brin synthétisé à partir de l'amorce reverse. Qu'est-ce qu'on fait pour lire dans ce sens 5'3'? On fait ce qu'on appelle reverse complement. Reverse complement. Reverse complement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va voir la complémentarité. On axe et on inverse. Au lieu de lire 5'3', on va lire le côté 5'3 côté ici. 5'3' dans ce côté-là. Vous voyez? Alors, on a le forward, et reverse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est 5'3' dans le reverse, mais il faut l'inverser pour aller il faut inverser. Au lieu de lire ici 5'3', on va lire 5'3' à l'aide de ce logiciel. Si on fait ça manuellement, c'est fatigant, mais dans le logiciel, il est facile. On clique à droite, on met reverse complement. Voilà. On a changé donc le sens de lecture. On a maintenant forward et reverse 5'3' qui donne une idée sur quoi? Sur donc 5'3' de forward envers. C'est une copie identique de ce brin, ou bien une copie identique d'une partie de ce brin. Reverse complement qu'on a fait sur le brin de reverse aussi, il donne la lecture d'une partie de ce brin. Donc on cherche ce brin 5'3', 5'3'. Mais le forward, si on suppose que le 5'3' de Gen 16S, il est autour de 1500 bases. Le forward nous donne presque 1000 bases. Et le reverse nous donne autour de 750 bases. Qu'est-ce qu'on fait pour lire de manière juste la séquence de ce gène? Donc, on fait ce qu'on appelle l'alignement. On fait l'alignement pour voir la zone commune entre forward et reverse pour donner une lecture juste de Gen 16S. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On applique cet algorithme d'alignement, muscle. C'est un algorithme, c'est un ensemble d'algorithmes qui calcule l'appariement, donc la ressemblance التشابه بين المورثتين أو بين جزئين المورثة، ويعطينا وين كاين توافق، وين كاين complémentarité. Il cherche la complémentarité. Nothing selected for alignment, selector, donc le logiciel nous demande de sélectionner les deux séquences pour faire. Donc le minimum pour faire alignement, c'est deux séquences. On a deux séquences ici, on va les sélectionner les deux. Voilà. Ok, on fait l'alignement. Voilà. Vous voyez ici. Chauffe. On a deux séquences. Ah, mais on a deux séquences. Ah, mais. Chauffe. Forward correspondant au début de gène. Après, voilà. Après 700 bases باش
تبدأ l'information fournie par la deuxième séquence reverse commence après combien? 700. Voyez ici en bas à gauche, on est dans le site 724. Donc les 724 bases premières sont données par la séquence forward. Par la suite, la région à partir de 725, elle est donnée par les deux amorces, par l'amplification de deux amorces, forward et reverse. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même séquence. C'est la même séquence. C'est la même séquence. Vous voyez, dans chaque site, vous voyez l'étoile, ça veut dire identique. Dans chaque site, on a la même nucléotide. Jusqu'à le site 1017. Vous voyez, 1017. Après 1017, l'amorce forward ne donne pas cette information. Par contre, cette information dans cette région, elle est donnée par la deuxième séquence amplifiée de reverse. À partir de l'amorce reverse. Jusqu'à la fin de gène. Vous voyez, c'est 1475. Donc c'est suffisant pour faire l'analyse de ce gène. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va couper, on garde la zone commune, on garde la zone forward, la première zone de forward, on la garde. La zone commune entre les deux, on la garde. Maintenant, il nous reste d'enlever cette partie de reverse, il la colle ici. On la colle ici pour avoir le gène complet de l'ADN 16S. Voilà. Donc on utilise Shift et la flèche à droite, ou bien on met fin sur le clavier. Fin, voilà. Par la suite, copie, on coupe. Vous voyez, on a copié la zone qui est fournie juste par la zone amplifiée, ou bien le gène amplifié de reverse, de l'amorce reverse. Maintenant, on met, qu'est-ce qu'on fait? Coller. Paste. Voilà. Maintenant, on a un gène complet. Mais on a des gaps ici, vous voyez. On a des gaps après la comparaison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on enlève ça. C'est inutile de travailler sur cette séquence parce qu'on a pris l'essentiel de cette séquence. Donc, delete. Maintenant, je clique à droite ici. Delete gaps. Donc, les vides. J'élimine les vides. Soit je clique ici, soit je clique ici. Delete gaps. Maintenant, on a un gène complet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va copier un gène complet. Vous voyez, si je clique sur le dernier nucléotide, on a combien? 1475 nucléotides. Maintenant, je fais copie, je le mets ici dans le fichier Word. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je prépare une forme FASTA parce que toujours dans la bioinformatique ou bien de l'analyse des gènes, on utilise la forme FASTA. Vous voyez la forme FASTA, il y a A1 strain, bien la souche. Ok, en français, souche, IA. C'est la forme FASTA de ce gène. Je la copie. Vous voyez, c'est la même séquence ici. Séquence du gène qui code pour l'ARN ribosomal 16S. On fait une comparaison avec les séquences disponibles dans les banques de données pour déterminer
le pourcentage de similarité de la souche étudiée avec les espèces les plus proches. Donc, l'idéal, c'est de faire ça avec les souches les plus proches, bien les souches étudiées, les souches type des espèces les plus proches, qui se trouvent dans une base de données qui s'appelle, on va chercher, voilà, c'est le ZBioCloud. C'est une base de données coréenne qui utilise les données qui se trouvent dans... Donc c'est une base de données coréenne qui utilise les données qui se trouvent dans le GenBank. Le GenBank, c'est... le GenBank, c'est une base de données qui appartient au National Center for Biotechnology Information, donc le centre national de l'information sur biotechnologie, des informations en biotechnologie américain, donc il appartient au ministère de Santé aux États-Unis. On a plusieurs bases de données dedans. On a le GenBank, mais le GenBank contient les séquences, toutes les séquences déposées par convention. Chaque chercheur qui travaille sur les séquences d'ADN, protéines, il les dépose dans le GenBank. On a ce qu'on appelle le BLAST, Basic Local Alignment. Search. Le BLAST nous donne une voilà, nucléotide BLAST, protéine BLAST. On peut faire le nucléotide BLAST de notre séquence. Ici. Donc, si on clique ici, ça donne le nom de requête, la souche IA1. Voilà. Si on lance le BLAST, vous allez voir le résultat maintenant. Il est en train de chercher les résultats ou bien les séquences les plus proches de notre séquence. Vous allez le voir tout de suite. Il est en train de chercher les ressemblances entre notre séquence et les autres séquences qui se trouvent dans le GenBank. Voilà, il va donner le résultat. Vous voyez. Si la même souche, on a changé son nom, elle est déposée depuis 4 ans dans cette base de données. Elle est proche de plusieurs souches de la même espèce. Vous voyez, Mutabilis, 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 Mutabilis. La plupart sont Mutabilis. Mais c'est utile si on cherche un pathogène. Si on fait une recherche sur un pathogène pour voir comment traiter ce pathogène. Si on a un pathogène émergent, une nouvelle souche d'Escherichia coli agressive, on cherche la souche la plus proche de cette souche et on cherche dans les articles de microbiologie médicale ou bien de la lutte contre les pathogènes bactériens pour chercher un traitement adéquat, un traitement par exemple antibiotique ou bien un traitement combiné de plusieurs médicaments pour lutter contre cette bactérie. C'est utile. Mais dans notre cas, on cherche la position taxonomique de notre souche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc la base
la plus utile, c'est celle de EZ Bucral. Parce que les Coréens, en 2011, une équipe coréenne, ils ont fait un contrat avec le Gem Bank pour leur donner juste accès aux souches types, parce que les souches types sont utilisées pour faire la classification. Souche type, qu'est-ce que veut dire souche type? Or type strain. Type strain. Type strain, c'est la souche, la première souche utilisée dans une espèce. Ici, c'est une souche qui est utilisée de manière détaillée. C'est la première souche utilisée. Type strain is the strain which was used when the species was described for the first time and which was selected by the authors as the type strain. Donc c'est la souche modèle ou bien la souche type qui est étudiée la première fois de manière détaillée. Et si on veut faire une comparaison avec une souche donnée, une espèce donnée, donc il faut faire la comparaison avec sa souche type, sa souche modèle. C'est la première souche utilisée dans cette espèce. Et toujours, la désignation de cette souche se fait en utilisant donc, on distingue cette souche, on met la lettre T en exposant. T. Qui montre que cette souche est une souche type, type strain. Type strain. Maintenant, on fait un exemple. Identification ID, identify a bacterial isolate using 16S rRNA sequences. Donc, l'identification d'un isolat bactérien, parce qu'on appelle ça isolat avant d'être souche. C'est un isolat isolé. Il n'est pas identifié de manière définitive. Après l'identification définitive, on appelle l'isolat, on utilise le terme souche au lieu de terme isolat. Donc on clique ici. Je vais utiliser mon compte. Login. Maintenant, je suis dans mon compte. Vous voyez, j'ai fait déjà 39 identifications. Je travaille depuis longtemps sur cette base de données. Maintenant, je vais lancer l'identification d'une nouvelle séquence. Voilà. Identifier une new sequence. Je mets ici le nom de la séquence et la séquence elle-même ici. Mais je peux utiliser directement la séquence ou bien la forme FASTA. Quand je clique ici à l'extérieur, il va transférer le premier paragraphe, donc le nom de la séquence, ici. Je clique, vous voyez, souche IA1 et la séquence reste la séquence ici. Maintenant, je mets Next. Il a mesuré la longueur de notre séquence. Il a pris le nom de la souche. Donc, on a une seule séquence à analyser. Se mettre. Donc, il est en train de calculer dans la base de données. Il est en train de calculer. Vous voyez, la souche A1, donc la souche type la plus proche, c'est la souche type de l'espèce Streptomyces laetus. Donc, il s'agit d'une bactérie Streptomyces, de la famille Streptomycetaceae, l'ordre Streptomycetale et le groupe des actinobactéries. Je clique ici maintenant. Vous voyez, completeness, donc il a comparé à 100% notre gène qui a une longueur de 1475 bases avec le gène de Streptomyces laetus TRM
Donc c'est le nom de l'espèce, ou bien de cette souche, dans une collection de micro-organismes. Je vais parler sur ça. Je clique ici. Je vais entrer dans le BLAST, ou bien le tableau de comparaison de notre séquence avec les séquences les plus proches. Il faut patienter. Alors, sur la base de données, on a ce BLAST, donc le tableau de comparaison entre notre souche, il y a une, et les souches les plus proches, ou bien les souches types les plus proches, qui sont dans le gène bank. Donc, ce site donc, nous a aidé pour chercher les souches les plus proches que les souches types. Vous voyez, les noms des souches cibles, TRM, NBRC, NRLL, donc ce sont des collections de micro-organismes, ça veut dire des banques de micro-organismes. T, ça veut dire type, la souche type. Pour la souche, pour l'espèce Streptomyces luteus, elle a plusieurs noms dans les bases ou bien dans les collections de micro-organismes. Par exemple, dans la collection TRM, elle a ce code-là, avec la lettre T, c'est la souche type. Mais pour que cette souche, ou bien cette espèce, soit validée par la communauté scientifique, il fallait la déposer dans 3 collections de micro-organismes. Donc on peut trouver un autre nom de cette souche type, la souche type de cette espèce, dans une autre collection de micro-organismes. Mais dans cette collection de micro-organismes, c'est ça le code de cette souche. C'est une souche type, mais cette souche type, elle a une seule séquence adoptée par le gène bank, elle est déposée dans le gène bank, qui a donné ce numéro à cette séquence de l'ADN 16S, qui est le gène 16S. C'est le gène conventionnel dans l'identification de micro-organismes. Maintenant, le taux de similarité entre notre séquence et Streptomyces luteus, c'est 99,93%. Taux de similarité avec Streptomyces luteus et aussi avec Mutabilis. Donc, il faut voir notre souche appartient à quelle espèce, Luteus ou Mutabilis. On a aussi ce blast, donc un ordre décroissant de similarité avec les souches de Streptomyces les plus proches. Maintenant, pour construire, donc pour vérifier ça, on va voir ça par la suite. Comment vérifier la position taxonomique définitive. Parce que on a trouvé que elle est proche de Luteus, Mutabilis, Unisocalicis, Plicatus, Rochii, avec un pourcentage qui est supérieur à 'On va aller sur ça, voilà. Deux taxons sont considérés différents si ils ont un pourcentage de similarité de leur ADN ribosomal S inférieur à 98,65%. Mais ici, on a un pourcentage qui est supérieur à 98,65%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait recours à autre analyse parce que ici, on a analysé qu'un seul gène. On a dit que le génome bactérien, il est composé de
850 jusqu'à 6500 gènes. Donc on ne sait pas est-ce que plutôt dans dans ce génome, bien dans ce génome bactérien qui est énorme, il contient entre 850 et 6500 gènes. On n'a comparé qu'un seul gène qui est le 16S. Il n'est pas suffisant. Il est suffisant dans le cas où il sépare entre les deux espèces. Si on trouve un pourcentage inférieur à 98,65%. Donc, on dit qu'on a deux souches différentes. Ou bien on a une nouvelle espèce par rapport à l'espèce qui est plus proche, qui a un pourcentage de similarité avec notre souche qui est inférieur à 98,65%. Mais dans notre cas, ici, on a plusieurs souches qui ont un pourcentage de similarité avec notre séquence qui est supérieur à 98,65%. Donc, il faut comparer le génome entier. Soit on fait une hybridation ADN-ADN, soit on fait ce qu'on appelle soit hybridation ADN-ADN, donc on compare les deux génomes, soit on fait l'analyse du génome entier, la séquence de génome entier, et on compare notre séquence avec les autres espèces qui sont plus proches, qui sont dans cette liste. Et on fait ça 2 à 2. Voilà. Pour construire l'arbre phylogénétique qui montre la position taxonomique de notre souche par rapport aux espèces les plus proches, on clique ici sur cette icône FASTA qui donne les séquences de toutes les souches qui sont proches en forme FASTA. Voilà. Ça donne ça. C'est un fichier FASTA qui est lisible par le logiciel Mega 10. Vous voyez ici la séquence. Voilà. Vous voyez les souches, notre séquence, requête, il y a une, et les souches les plus proches. Maintenant, je compare avec un nombre réduit. Par exemple, 8 souches. 8 souches les plus proches. Je supprime le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Il faut faire la comparaison de l'ADN. On compare l'ADN. Vous voyez ici tout ce qui est marqué par étoile, donc sont des positions qui ont la même nucléotide, le même type de nucléotide. Ici, on a une différence. Ici, cytosine au lieu de thymine. Et ainsi de suite. Parfois, on trouve des zones de variabilité génétique. Des zones de variabilité génétique. Mais la plupart des zones sont des zones identiques. Vous voyez toujours, on trouve ces étoiles. C'est la forme FASTA. On peut maintenant construire l'arbre. Comment? Pas par la forme FASTA. Donc la forme FASTA, c'est une forme FASTA nous donne, c'est la même chose, mais séquencée. Forme plutôt alignée, des séquences alignées. Maintenant, on a besoin d'une autre forme pour construire l'arbre phylogénétique, l'arbre qui montre les relations évolutives entre notre séquence ou bien notre souche et les autres souches connues dans la littérature. Donc on fait ça, on exporte le fichier sous forme méga. Voilà. Ce n'est pas une séquence qui code pour une protéine. Voilà. On ferme tout. Puis on ouvre la forme méga. La forme
Vous voyez l'affichage, c'est un autre type d'affichage. La forme méga. Si je clique ici, vous voyez, il montre les séquences complètes. Sinon, il montre ici A, adénosine, cytosine, donc toutes les positions cytosine. T, toutes les positions thymine, sauf 6 positions où on trouve, ces séquences où on trouve cytosine au lieu de thymine. Vous voyez, où on trouve les lettres, on a une variabilité génétique, ou bien des différences entre les séquences. Mais généralement, on n'a pas de différence, bien grande différence. Maintenant, comment construire un arbre phylogénétique? L'arbre phylogénétique, on a deux fenêtres. Cette fenêtre qui méga, la fenêtre principale. Donc la fenêtre principale méga, on a une autre fenêtre. Sequence Data Explorer, donc la fenêtre qui donne des données sur les séquences. Maintenant, dans la fenêtre principale, on clique sur phylogénie, Neighbor Joining Tree, donc c'est le modèle le plus demandé et le plus adopté pour construire les arbres phylogénétiques. Donc, il repose sur un algorithme qui cherche les souches les plus proches, ou bien il donne la position la plus proche des voisins, neighbor joining. J'ai réglé déjà ça, sans rentrer dans les détails de construction de l'arbre phylogénétique. On utilise un modèle de substitution des nucléotides JAX-Cantor. Donc sans rentrer dans les détails de tous ces algorithmes, l'essentiel c'est de voir la position taxonomique sous forme d'un arbre phylogénétique. Il commence la construction de l'arbre. Il nous donne l'arbre sous forme d'image. Par la suite, je clique Copy to Clipboard, je copie l'arbre phylogénétique et je le mets dans un fichier Word et je fais tout ce qui est esthétique de fichier, donc la mise en forme. Voilà. Ici, je vous montre l'arbre phylogénétique après modification. Vous voyez, la souche IA1, la position de la souche IA1 par rapport à Streptomyces luteus et Metaphyllus. Vous voyez, dès le début, les deux souches sont, bien les deux espèces sont proches. IA1, elle est proche. Donc il faut confirmer s'il s'agit d'une autre espèce, ou bien une troisième espèce dans cette branche, ou bien une souche qui appartient soit à Streptomyces luteus ou bien Metaphyllus. Mais selon l'arbre phylogénétique, on a une différence ici. Ça, c'est une distance génétique. Tout ce qui est ligne horizontale, c'est une distance génétique. On peut mesurer la distance génétique en utilisant cette barre. Donc, l'échelle, on a 5 différences par 10 000 nucléotides. 5 nucléotides différentes chaque 10 000 nucléotides. Vous voyez, c'est une différence minime, mais elle fait la différence entre les souches. Pour vérifier la position taxonomique, vous voyez, de IA1, donc il nous faut une autre analyse, soit l'analyse du génome entier, et on compare le génome entier de IA1 avec le génome entier d'une souche qui appartient à l'espèce Metaphyllus ou bien Luteus. On cherche ça dans les bases de données. On peut vérifier quelle est la souche de cette espèce qui est séquencée, et avec Metaphyllus aussi. Si on trouve donc la souche type séquencée, tant mieux. Vous voyez ici donc l'affichage, le nom de l'espèce, son code dans les
collection de micro-organismes. T, ça veut dire type strain, souche type. Entre parenthèses, le numéro d'accession à la séquence de l'ADN ribosomal 16S dans le GenBank. Pour vérifier, donc on peut vérifier en introduisant ces numéros dans le GenBank pour extraire les séquences et on fait une reconstruction de l'arbre phylogénétique. Voilà. Pour vérifier la position taxonomique, soit on analyse le génome entier, soit on fait une hybridation ADN. Cette méthode consiste à déterminer le pourcentage de réassociation de l'ADN génomique d'un taxon avec celui des espèces les plus proches. On compare avec les plus proches pour faire la distinction, pour confirmer que, dans ce cas-là, que cette souche appartient à l'Eteus ou au Mytabilis, ou bien il s'agit d'une nouvelle espèce. Deux espèces sont considérées différentes si elles ont un taux de ressemblance de l'ADN génomique inférieur à 70%. Donc on dit qu'on a une autre espèce, nouvelle espèce, on peut donner un nom à cette espèce, il y a une. Si on trouve un taux de similarité, dans ce cas-là on ne le trouve pas, parce que c'est confirmé qu'il s'agit de la même espèce ici, ou bien du même genre, Streptomyces. En cas, dans les autres cas, parfois on trouve un taux de ressemblance inférieur à 25%. Donc il s'agit d'un nouveau genre, ou bien un autre genre. Si on trouve un taux d'association, d'hybridation supérieur à 70%, donc il s'agit de la même espèce. Donc dans ce cas-là, soit on a trois possibilités. Soit on trouve avec les deux espèces, l'Eteus et Mytabilis, on va trouver inférieur, un taux d'hybridation inférieur à 70%. Donc il s'agit d'une nouvelle espèce. On peut donner un nom, proposer un nom pour cette souche. Et pour que cette souche soit, ou bien ce nom soit valide, on doit déposer la souche elle-même. On fait culture de la souche, par la suite on fait une conservation par lyophilisation, et on envoie à 3 collections de micro-organismes. Généralement c'est gratuit, parce que la collection de micro-organismes, elle peut bénéficier en vendant donc des copies de notre souche par la suite. C'est gratuit généralement. On envoie à 3 collections, et par la suite, ces collections de micro-organismes nous envoient les codes, nous donnent les codes de notre souche dans leur banque, dans leur collection. Et aussi dans le GenBank, c'est bon, j'ai déposé cette séquence, donc on a un code pour cette séquence dans le GenBank. Voilà. Et cette souche soit valide. Soit on aura un autre résultat, un pourcentage de similarité ou bien d'hybridation ADN avec une souche inférieure à 70%, donc elle est différente. Par exemple, par rapport à l'Eteus, on dit qu'elle est différente parce que on trouve un taux d'hybridation par exemple de 65%, et on trouve un 75% d'hybridation avec Mytabilis. Donc qu'est-ce qu'on dit? Que il s'agit d'une souche appartient à l'espèce Streptomyces mutabilis. Donc c'est une autre possibilité. Voilà, la deuxième possibilité. Voilà. Simplification de l'hybridation indienne. On a deux organismes A et B. Toujours l'hybridation, on l'a fait 2 à 2. On fait un marquage d'un génome. On fait un mélange entre les deux génomes. Séparation des deux brins d'ADN par chaleur. Puis mélange et combinaison des brins simples de l'ADN. Reformation de l'ADN B-caténaire par refroidissement par la suite. Et après, on détermine le degré d'hybridation. S'il s'agit de même génome, donc hybridation, on aura une hybridation complète. Les deux organismes sont identiques. Soit une hybridation partielle, deux organismes apparentés, et on analyse le pourcentage, on cherche le pourcentage d'hybridation selon l'échelle qu'on a proposée dans
slide précédente. Sinon, aucune hybridation. Ici, il s'agit de deux organismes qui sont loin, non apparentés. On a un autre paramètre dans l'analyse d'ADN aussi, qui est l'étude de la teneur en guanine-cytosine de l'ADN. Dans l'analyse moléculaire de l'ADN, on a ce troisième paramètre. L'introduction de pourcentage guanine-cytosine dont la taxonomie revient à Chargaff en 1950, qui a montré que le contenu des bases puriques A et G et pyrimidiques C et T de l'ADN peut varier d'un individu à un autre, mais il est constant pour les individus de la même espèce. Ce pourcentage varie entre 25 et 75% chez les bactéries. Actuellement, on admet que des bactéries dont le guanine-cytosine diffère de plus de 5% ne peuvent appartenir à une même espèce. Alors, si on trouve une différence dans le contenu en guanine-cytosine inférieure de 5%, 3, 2%, donc il s'agit de la même espèce, de souche de la même espèce. Les bactéries dont le guanine-cytosine diffère, le teneur en guanine-cytosine diffère de plus de 10% ne peuvent appartenir à un même genre. Donc si on a un pourcentage, bien une différence dans la teneur en guanine-cytosine entre 5 et 10%, donc il s'agit de deux espèces différentes du même genre. Si on a une différence plus de 10%, 15, 12% par exemple, donc il s'agit de deux genres, bien de souche appartient à deux genres différents. Les valeurs de pourcentage en guanine-cytosine identiques n'impliquent pas que les bactéries soient proches entre elles, car les bases peuvent être disposées de manière très différente sur l'ADN. C'est logique et évident. Donc on peut trouver le même pourcentage de guanine-cytosine, mais il ne s'agit pas de la même espèce parce que l'ordre ou bien l'ordre dans la séquence des gènes il est différent. Maintenant, on récapitule dans ce tableau, on résume les possibilités de classification selon l'analyse de l'ADN. Ici, à gauche, on a analyse des deux souches A et B. C'est un résumé qui résume tout. Il résume l'interprétation des résultats de l'étude moléculaire. On a trois paramètres très importants: le taux de similarité ADN ribosomale 16S, la différence dans la teneur en guanine-cytosine, le taux d'hybridation ADN-ADN, et par la suite, dans la dernière ligne, on a le résultat. Donc les souches A et B appartiennent à quoi? Même espèce, deux espèces différentes, ou quoi? Donc on va voir tout ça en détail. On commence par le taux de similarité ADN ribosomale 16S. Si on a, selon certaines références, utilise ce seuil, 94%. Si on a un taux de similarité ADN ribosomale 16S inférieur à 94%, donc les deux souches A et B appartiennent à deux genres différents. C'est clair. Si le pourcentage de similarité est entre 94 et 98,65%, donc le fameux seuil qui sépare entre les espèces, donc les deux souches A et B appartiennent au même genre, mais à deux espèces différentes, parce que le pourcentage de similarité il est inférieur à 98,65%. Donc c'est confirmé. Deux espèces différentes. Si on a un pourcentage de similarité ADN 16S supérieur à 98,65%, donc il faut faire recours à l'évaluation de taux de guanine-cytosine et ou hybridation ADN-ADN pour confirmer la position taxonomique des deux souches. Donc on a deux possibilités. Soit A et B font partie de la même espèce ou bien deux espèces différentes. Pourquoi? Parce que ici on compare un seul gène.
On a dit que dans le génome, on a plus de 850 gènes. Entre 850 et 6500 gènes à peu près. Donc on a comparé un seul gène. Il peut donner une idée sur la position taxonomique si le pourcentage de similarité est inférieur à 98,65%. Mais dans notre cas là, ici, on ne peut pas dire que notre souche, bien la souche qu'on compare, elle fait partie de l'espèce la plus proche. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait soit l'analyse de taux de guanine-cytosine, soit l'hybridation ADN-ADN. Généralement, on fait l'hybridation ADN-ADN. Parce que dans le taux de guanine-cytosine, il est demandé dans le cas où on décrit un nouveau genre. Pour décrire un nouveau genre, on analyse ou bien on évalue le taux de guanine-cytosine. Généralement, on utilise l'hybridation ADN-ADN ou bien la comparaison de séquences de génome entier. Dans le cas de guanine-cytosine, la différence dans la teneur en guanine-cytosine. Si on trouve une différence dans la teneur en guanine-cytosine entre deux souches supérieure à 10%, donc il s'agit de deux genres différents. Si la différence dans la teneur en guanine-cytosine est entre 5 et 10%, donc c'est le même genre, mais deux espèces différentes. Si on a un pourcentage, ou bien une différence de teneur en guanine-cytosine inférieure à 5%, donc il s'agit de la même espèce, mais deux souches différentes de la même espèce, parce que dans une espèce, on a plusieurs souches dans la nature. Le taux d'hybridation ADN-ADN. Si on fait l'hybridation ADN-ADN entre les souches A et B, on trouve que le taux d'hybridation, ou bien renaturation après réassociation entre les deux génomes, inférieur à 25%. Donc il s'agit de deux genres différents. Les souches A et B font partie de deux genres différents. Si l'hybridation, le taux d'hybridation est entre 25 et 70%, donc le même genre, mais deux espèces différentes. Si on trouve un taux d'hybridation supérieur à 70%, donc c'est la même espèce. Donc, dans cette démarche, la première démarche qui est utilisée et conventionnelle dans l'identification des micro-organismes, si on trouve un pourcentage supérieur à 98,65%, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'hybridation ADN-ADN. Si on trouve un taux d'hybridation inférieur à 70%, alors on conclut que deux espèces différentes, A et B, appartiennent à deux espèces différentes, mais du même genre. Si on trouve un pourcentage d'hybridation, un taux d'hybridation supérieur à 70%, alors il s'agit de la même espèce. On confirme que notre souche appartient à cette espèce. Voilà.